Bon, donc je vais mettre ma casquette de rhumatologue, du coup, pour vous présenter un petit peu... ah oui, je vais mettre ça. Justement, donc, le rhumatisme sur lequel on travaille avec l'ARS, donc dans l'unité d'immunorégulation. Donc, et on va se mettre donc on va se mettre à la consultation. Donc, vous allez migrer, vous imaginez, à la consultation de rhumato à Cochin. Je vous présente le cas vraiment le plus caractéristique, le plus typique, c'est ce qu'on voit vraiment très régulièrement. Donc, un patient de 26 ans qui vient vous voir parce qu'il a mal au dos depuis 2 ans. Vous voyez, la chose vraiment tout à fait banale, on pourrait dire, dans notre période. En fait, on lui dit qu'il a une hernie discale depuis 2 ans et il est obligé d'avaler des anti-inflammatoires tous les jours depuis 2 ans parce qu'il a, soi-disant, ce problème de hernie discale. Donc il explique qu'il a mal dans le bas du dos, il a une douleur dans la fesse qui irradie un petit peu dans la cuisse. Parfois c'est à droite, parfois c'est à gauche, ce qui commence à être un petit peu étonnant pour une hernie discale. Et en fait, il n'en peut plus parce que dès qu'il arrête les anti-inflammatoires, il est réveillé toutes les nuits, donc à 3h, 4h du matin. Le week-end, quand il pourrait dormir, il ne peut pas parce que la douleur le réveille à 6h du matin, donc il finit par être exténué et il est donc obligé de prendre ses anti-inflammatoires tout le temps. Le matin, ce qui est un peu étonnant, là aussi pour une hernie discale, il a un espèce de dérouillage. Ce qu'on appelle le dérouillage, c'est les patients qui ont besoin de bouger le matin pour enlever un petit peu la douleur, être plus souple. Et dès lors que ça dure 2 heures, le matin, c'est quand même un petit peu handicapant. Et en plus, sur ce tableau de fond qui est déjà pas très sympathique, il a depuis quelques semaines des douleurs du talon, et des douleurs du talon qui sont particulières parce que ça l'empêche de faire les premiers pas le matin. Pratiquement, il est obligé de marcher sur la pointe d'un des 2 pieds parce que quand il pose le talon, ça lui fait mal. Et là aussi, il y a une espèce de dérouillage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il marche, qu'il fasse plusieurs pas pour que la douleur s'estompe et qu'il soit mieux. Et puis à l'interrogatoire, très préliminaire, on retrouve un psoriasis chez son père. Ça fait en anticipation un petit peu le lien avec la suite. Alors dans ce contexte-là, quand on est rhumato, on se dit c'est bizarre pour une hernie discale, hein, la hernie qui dure depuis 2 ans et qui fait mal la nuit, pour nous ça colle pas. Donc on se dit il doit y avoir autre chose et on demande une imagerie. Donc on fait des radios standards, des radios simples du dos qui sont normales. Je vous les montre pas, mais il faut me croire sur parole. Et puis quand vous faites cet IRM qui va regarder donc le dos et le bassin, puisque il a une douleur du dos, du bas du dos et de la fesse, eh bien vous voyez des choses qui ne sont pas du tout normales, puisque vous voyez ce qui est en face des flèches. Vous voyez ces séquences un petit peu blanches, donc ça représente la colonne, hein, le bas de la colonne. Je vais être obligée de me décaler, je suis désolée. Donc vous voyez les vertèbres, les disques, et vous voyez ces aspects un petit peu blancs qui, sur cette séquence IRM, correspond à une inflammation. C'est-à-dire ce qui apparaît blanc sur cette séquence, c'est de l'œdème. Donc il y a de l'œdème, il y a une inflammation sur le rachis. Sur la séquence à côté, qu'on appelle T1, peu importe, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire ce qui est blanc ici apparaît noir. Et puis ici, vous avez même un petit coin qui est graisseux parce qu'il apparaît blanc sur cette séquence. Nous, dans notre jargon, on dit que ce qui régresse regresse, c'est-à-dire ça correspond à une lésion graisseuse. C'est la cicatrice de quelque chose qui a été inflammatoire. Vous voyez sur la photo d'à côté qu'il y a d'autres éléments inflammatoires à d'autres endroits, sur d'autres coupes. Donc il y a une inflammation sur la colonne qui est vraiment importante, qui ne correspond pas, parce qu'on a des moyens de le savoir, à des métastases ou quelque chose qui serait encore plus embêtant, je dirais, qu'un rhumatisme inflammatoire. Et puis, dans ce rhumatisme suspecté, qu'est la spondyloarthrite, eh bien, on fait également une IRM du bassin et on recherche en particulier une inflammation de l'articulation qu'on appelle la sacro-iliaque. La sacro-iliaque, comme son nom l'indique, c'est l'articulation entre le sacrum et l'os iliaque. Comme par hasard, c'est exactement en pleine fesse. C'est pour ça que ce patient avait des douleurs en pleine fesse. Et vous voyez de la même façon ce signal inflammatoire ici sur la sacro-iliaque, qui est vraiment quelque chose qui nous signe avec certitude que ce jeune patient de 26 ans a une spondyloarthrite. Alors, si on veut résumer en 2 mots, on dit que d'abord il y a eu une errance du diagnostic, mais c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent dans cette pathologie-là, parce qu'on a un peu tendance à dire par excès que tous les patients qui ont mal au dos, c'est des problèmes de hernie discale. Donc ça fait juste 2 ans qu'on lui dit qu'il a ça, alors que c'est pas ça. Donc il a une forme plutôt axiale et antésiopathique parce qu'il a mal dans le talon, on va y revenir, vous allez comprendre pourquoi. On peut observer qu'il a un retard diagnostique, mais que de 2 ans, je dirais, puisque même en 2016, le retard diagnostique considéré dans les différents pays européens et même à travers le monde
est habituellement de 5 à 8 ans. Donc vous voyez que finalement, là, 2 ans, c'est encore pas la catastrophe, mais on a vraiment une amélioration à apporter de ce côté-là. Qu'il a un handicap fonctionnel important, c'est un sujet de 26 ans qui doit, comme tout le monde, faire face au travail, et quand on dort pas beaucoup la nuit, c'est pas idéal. Autre observation, on le traite par anti-inflammatoire. On a d'autres options thérapeutiques en 2016, comme les anti-TNF, on y reviendra tout à l'heure. Mais finalement, on a beaucoup moins d'options thérapeutiques que dans la polyarthrite rhumatoïde, où il y a 5 biothérapies ou traitements spécifiques qui sont disponibles. Et même si dans les mois qui vont venir, on aura probablement des inhibiteurs de la voie des TH17, vraiment, on est encore démunis en traitement, et il faudra, quand ceux-là arriveront, savoir sur quel argument on met plutôt un anti-TNF et un anti-IL-17. Alors, je suis obligée de sortir du cas clinique parce que vous allez voir que la spondyloarthrite peut prendre des présentations, peut avoir des présentations très différentes, et vous présenter un patient qui aurait toutes les manifestations ne correspondrait pas tout à fait à la réalité. Donc voilà, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique, vous voyez, qui touche 0,5 à 1% de la population générale. Ça en fait le deuxième rhumatisme inflammatoire le plus fréquent dans la population. L'âge moyen de début, c'est 24 ans. Il y a des patients qui démarrent la maladie plus tôt. C'est souvent le jeune garçon de 11 ans qui a des atteintes inflammatoires articulaires, des grosses articulations, du genou par exemple et de la cheville. Le sexe ratio, pendant longtemps, on a dit que c'était 9 pour 1 à la défaveur de l'homme, mais ce n'est plus vrai, maintenant qu'on en fait le diagnostic plus facilement avec cet IRM que je vous ai présenté. La présentation caractéristique, c'est donc une inflammation de la colonne, que ce soit le haut, le cou, le milieu du dos, le bas du dos. Parfois, les patients ont des douleurs devant, sur le thorax, des douleurs donc au niveau du bassin et des gonflements d'articulation. Et ce qui est un peu particulier dans la spondyloarthrite, c'est qu'il y a des manifestations dites extra-articulaires, que sont une inflammation de l'œil qu'on appelle l'uvéite, je vais vous montrer ça, l'atteinte cutanée dont Céline vous reparlera, qui est le psoriasis, et dans 5% des cas, les patients peuvent avoir une maladie inflammatoire du tube digestif, soit une maladie de Crohn, soit une rectocolite hémorragique. Donc en fait, si on recule un petit peu dans le temps, on va dire même pas une dizaine d'années, on avait l'habitude non pas de parler du tout de spondyloarthrite, ce qui nous fait faire un petit peu une gymnastique, mais on parlait de spondylarthrite ankylosante. Je pense que beaucoup d'entre vous ont plutôt entendu parler de la spondylarthrite ankylosante, et vous voyez qu'on parlait de la spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, qui correspond à une atteinte périphérique avec du psoriasis cutané, les arthrites réactionnelles qui correspondent à l'inflammation des articulations après une infection digestive, le SAPHO qui est une entité un petit peu rare et un petit peu à part, et puis le rhumatisme associé au spondyloarthrite. Mais en fait, on trouvait que ce n'était pas logique de présenter la maladie comme ça, parce qu'en fait, un patient peut rentrer dans la maladie, par exemple, par une arthrite périphérique, et puis dans les années qui suivent, avoir une atteinte de la colonne, et du coup, mettre des patients dans des espèces de cases comme ça n'avait pas de sens, ce d'autant que ces différentes manifestations ont un terrain génétique qui est commun. Vous avez entendu parler du B27, le HLA-B27. Il y a 50 à 90% des patients qui sont porteurs du HLA-B27. On ne sait toujours pas pourquoi, on pourra en discuter si vous voulez. Et 20% des patients ont quelqu'un d'autre dans leur famille qui présente une manifestation de ce groupe d'atteintes. Donc il y a quand même des choses qui sont communes. Et ce qui est commun aussi, c'est l'atteinte de l'anthèse. L'anthèse, c'est l'inflammation de la zone qui correspond à l'insertion des tendons sur l'os, qui est représentée ici. Toutes ces manifestations, que ce soit le rhume-SO, la forme axiale et tout ça, peuvent donc avoir une atteinte de la colonne et des sacroiliacs, des arthrites, des dactylites, je vais vous montrer ce que c'est. Donc finalement, scinder la maladie comme ça en disant lui il a une spondylarthrite ankylosante, lui il a un rhume-SO, ne nous semblait pas être très pertinent, et on a regroupé ces différentes entités dans une même entité. Alors je vous ai dit que ce qui est commun entre ces différentes atteintes, c'est l'inflammation de l'anthèse. Le jour où on aura compris comment une inflammation se met spécifiquement dans l'anthèse et pourquoi, après cette inflammation, il y a des phénomènes d'ossification, on aura tout compris à la spondyloarthrite. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Parce que toutes les manifestations que je vous ai décrites chez ce patient, toutes celles que l'on observe chez les patients, en tout cas articulaires, partent d'une inflammation de zone d'insertion entre le tendon et l'os. Les gens, ils ont mal au niveau de la colonne parce que vous voyez que les disques intervertébraux, c'est une zone où il y a plein de petits ligaments, de fibrocartilage tout autour, qui sont le siège de l'inflammation. Dans la sacroiliaque, c'est exactement pareil. Il y a plein de fibres qui s'entrecroisent, qui sont le siège de l'inflammation. On pense même que l'uvéite, qui est donc une inflammation de la chambre antérieure de l'œil, correspond en fait à une inflammation du cristallin, qui a des zones qui est amarrée autour de l'œil finalement par des ligaments aussi. Donc vraiment, si on comprend ça un jour, on aura compris beaucoup de choses. Pour autant, on n'en est pas là.
Donc, on ne parle plus de spondylarthrite ankylosante et tout ça, ce qui est très bien parce que quand vous avez un patient en face de vous et que vous lui dites qu'il a une spondylarthrite ankylosante, c'est pas très sympathique, ça fait un petit peu peur. Donc, on dit qu'il a une spondyloarthrite avec une atteinte soit axiale, périphérique, antésiopathique, avec des manifestations extra-articulaires ou une combinaison de tout ça. Donc, quand le patient se présente devant nous en consultation, il peut avoir ces différentes manifestations. Donc, notre interrogatoire est d'essayer pour but de rechercher ces différentes manifestations. On recherche aussi s'il y a des personnes dans la famille qui ont un pso, qui ont fait un Crohn, qui ont une spondylarthrite. Bref, on essaye de recueillir ces différentes informations. Alors, ça se présente comment? Je vous ai dit, par exemple, que notre patient, là, il avait une douleur du talon. Vous voyez que c'est un gonflement. Alors, c'est pas toujours comme ça. Parfois, il n'y a pas de gonflement visible. Et on a simplement des douleurs quand on appuie sur le talon, mais on peut avoir, vous voyez, c'est la zone du tendon d'Achille, c'est tellement inflammatoire localement que ça remonte même sur le tendon, et il y a probablement une arthrite de cheville associée. Sur les radios, c'est pas très facile quand on n'a pas l'habitude d'en voir, mais vous avez de l'autre côté, au bout là-bas, une radio de talon normale, et vous voyez que sur le talon, donc pour vous de gauche, eh bien, il y a un épaississement ici, c'est trop blanc, c'est épaissi, c'est irrégulier, vous voyez qu'il commence à y avoir une construction osseuse. On appelle l'épine calcanéenne, c'est un mauvais terme, mais ça décrit ce que l'on observe, c'est parce que cette inflammation du tendon, quand elle persiste, eh bien, le phénomène de cicatrisation fait qu'il y a de l'apparition de l'os. Il y a l'os qui remplace l'inflammation, donc c'est quand même embêtant. Là, c'est ce qu'on appelle la dactylite ou l'orteil en saucisse. Il peut y avoir une inflammation de l'ensemble de l'articulation qui correspond à une inflammation des tendons, des gaines. Vous voyez que cet orteil-là, il n'est pas normal, il est beaucoup trop gros. Et quand on regarde de près, c'est des orteils qui sont tout rouges, tout chauds, comme une petite saucisse. Les manifestations extra-articulaires, donc je vous ai parlé de l'uvéite, donc c'est une manifestation qui concerne à peu près 15% des patients, qui correspond donc à un œil rouge douloureux. Les patients voient un peu comme à travers une vitre embuée, ils ont mal à l'œil. Ça se traite très bien avec des corticoïdes localement, mais il faut en faire le diagnostic rapidement pour que ça ne traîne pas et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des synéchies, c'est-à-dire des anomalies d'irrégularité de la pupille. Je vous ai dit que 5% des patients développaient une inflammation du tube digestif, donc on considère soit la maladie de Crohn, soit la rectocolite hémorragique. C'est pas très prévalent, mais il y a des croisements et certainement une physiopathogénie qui est croisée, avec là un exemple de lésion aftoïde sur le côlon. Et puis le psoriasis, je vais pas vous en parler beaucoup puisque Céline va vous en parler longuement. Donc, ce qui fait la caractéristique de la maladie, c'est d'avoir entre autres une inflammation donc de la colonne et des sacroiliaques. Donc les sacroiliaques sont représentés ici sur ce schéma, et vous voyez que la sacroiliaque a c'est une zone qui est très riche en fibrocartilage, et quand il y a une inflammation à ce niveau, l'interligne qu'on est censé voir normalement sur une radio de bassin, et bien avec l'inflammation, ça va fusionner complètement, vous allez avoir une ossification. Vous voyez que l'interligne disparaît. Alors c'est pas forcément très facile parce que vous n'avez pas l'habitude de voir des radios, mais en gros, l'inflammation conduit à ça, c'est-à-dire ces ponts osseux qui vont combler complètement l'interligne entre le sacrum et l'os iliaque. Sur le rachis, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que normalement, quand vous regardez une radio de la colonne, il existe un espace ici qui n'est pas, il y a le disque et il n'y a pas du tout de pont entre une vertèbre et l'autre. Donc là aussi, à la faveur d'une inflammation à ce niveau-là, vous avez des productions osseuses qu'on appelle nous des syndesmophytes qui vont effectivement, quand il y a une forme évoluée, conduire à une ankylose de la colonne. Alors heureusement, ces formes-là ne sont pas les plus fréquentes. Mais pourquoi est-ce que l'inflammation de l'anthèse conduit à une ossification? C'est vraiment un problème auquel on ne sait pas répondre au jour d'aujourd'hui. Un des problèmes majeurs de cette pathologie en 2016, c'est que certes, il y a des formes vraiment avérées qui sont simples à diagnostiquer. On affiche, je peux dire, la radio de bassin, on voit les anomalies des sacroiliaques, on dit ce patient a une spondyloarthrite. Ou, comme notre patient, on affiche l'IRM, il y a une inflammation des sacroiliaques, c'est facile. Mais il faut bien voir que dans un pourcentage de cas non négligeable, vous le voyez sur ce diagramme, les patients n'auront jamais aucune anomalie radiologique. Et dans ces cas-là, c'est parfois très difficile de poser le diagnostic, et c'est un peu la difficulté que l'on a en 2016. Ça, c'est une autre imagerie IRM, comme je vous l'ai montré chez le patient. Parfois, on peut s'aider du scanner, qui est un bon moyen de visualiser l'articulation sacroiliaque. Là aussi, vous voyez qu'il y a un aspect tout à fait irrégulier. Ça, c'est une sacroiliaque normale. Vous voyez dès l'interligne, vous voyez qu'à la suite de l'inflammation, il y a une condensation. C'est trop blanc ici,
on dit que c'est un aspect en timbre poste, c'est-à-dire qu'il y a des érosions, il y a une inflammation qui a conduit à une anomalie de l'os. Le traitement, il est finalement assez simple parce que assez reposant sur pas beaucoup de choses. Si on parle de la forme axiale, on traite tous les patients effectivement par anti-inflammatoire, mais tous ne répondent pas de façon forcément satisfaisante à ce traitement. Et on est obligé de faire une escalade un peu des traitements. On appelle ça des traitements de fond, c'est-à-dire que c'est des traitements qui ont pour objectif de réduire la consommation d'anti-inflammatoires, donc qui ont une efficacité variable. Et si on parle des biologiques, eh bien, la seule pour le moment qu'on puisse utiliser, ce sont les anti-TNF, qui ont certes une efficacité remarquable, mais tous les patients ne répondent pas. Alors, les challenges pour demain. Pour moi, en 2016, on a 4 questions auxquelles il faudrait qu'on soit capable de répondre donc, dans les années à venir. Bien sûr, mieux comprendre la pathogénie de la spondyloarthrite. Pourquoi ? Parce que si on comprend mieux les voies physiopathogéniques qui sont impliquées, on pourra dégager de nouvelles cibles thérapeutiques. Et je crois que vous avez bien compris qu'on en manque un peu de cibles thérapeutiques pour le moment. Alors, c'est une maladie complexe, multifactorielle. Donc, comme toutes les maladies inflammatoires chroniques, il y a certainement des facteurs génétiques qui jouent un rôle. On en a trouvé à peu près 25 pour le moment, mais on ne sait toujours pas quelles sont leurs conséquences fonctionnelles. Il y a certainement des facteurs épigénétiques, donc des expressions anormales de MIR, des anomalies de méthylation d'ADN, des modifications d'histones, ça c'est un thème sur lequel on travaille également. Puis il y a des facteurs d'environnement, par exemple le tabac joue un rôle sur la sévérité de la maladie, mais on ne sait pas bien par quel mécanisme, peut-être ça marche en modulant l'épigénétique. Les infections jouent un rôle, il y a certainement d'autres choses que l'on ne sait pas. Le problème du diagnostic est probablement le deuxième challenge que l'on a, parce qu'encore une fois, pour les patients qui n'ont pas d'anomalie radiologique, que ce soit sur les radios standards, sur l'IRM, qui n'ont pas le B27, qui ne sont pas inflammatoires sur le plan biologique, en fait, le diagnostic repose simplement sur notre conviction à nous, rhumatologues. Et il faut bien le reconnaître, c'est parfois, et même souvent, insuffisant. Donc si on avait un marqueur biologique qui nous permettait de dire ce patient il a une spondyloarthrite et donc on peut lui donner un traitement un peu plus puissant s'il n'est pas soulagé par les AINS, ça serait génial. Mais pour le moment, on ne l'a pas. Comprendre pourquoi il y a des patients qui font ce qu'on appelle la colonne bambou. Tous ne font pas ça, heureusement, hein. Tous n'ont pas cette ankylose complète de la colonne, mais ceux qui l'ont, c'est un handicap fonctionnel majeur. Et il y a encore, en 2016, des patients qui évoluent comme ça. Donc, comprendre pourquoi il y a des phénomènes d'ossification. Si on arrive à comprendre ça, je pense qu'on aura compris beaucoup de la physiopathogénie de la maladie. Et enfin, dans un monde futur, où vous oubliez pour certains, pour presque demain, on aura plusieurs biothérapies disponibles pour les formes sévères qui le justifient. Et bien, sur quels critères on va dire, celui-là, je lui mets un anti-TNF, celui-là, je lui mets un anti-IL-17. Donc c'est ce sur quoi on travaille avec l'équipe de l'ARS pour essayer de définir des facteurs prédictifs de réponse. C'est important parce que si vous donnez le mauvais traitement à un patient, ça coûte quand même 12 000 € par an, ces traitements-là. Donc autant mettre le bon tout de suite et s'orienter vers une médecine personnalisée. Voilà.